Le froid de décembre s'était installé dans mes os bien avant qu'il ne givre les vitres. C'était un froid intérieur, une sorte de gelure de l'âme qui s'était accumulée au fil des années, une couche à la fois, comme les cernes d'un vieil arbre. Je les sentais arriver, mon fils Antoine et sa femme, Sophie. Le bruit de leur voiture moderne crissant sur le gravier de l'allée était un son étranger ici, une dissonance dans la symphonie tranquille de ma vie. Ils n'apportaient pas la joie, mais une sorte de perturbation organisée, un agenda rempli de leurs propres convenances déguisées en sollicitude. Leur visite de Noël était un rituel, mais un rituel vidé de sa substance. Ils passaient 2 jours, pas plus, dans la maison où Antoine avait grandi, la maison que j'avais construite avec mon père. Ils la traitaient comme un hôtel de campagne un peu démodé, commentant la plomberie avec une condescendance amusée et apportant leur propre machine à café, comme si la mienne, une vieille cafetière à piston qui avait servi des milliers de matins, était une relique d'un âge barbare. Je les regardais s'agiter, déplaçant mes affaires pour faire de la place aux leurs, parlant fort au téléphone de leurs projets, de leurs amis, de leur vie trépidante à Paris. J'étais un meuble dans mon propre décor. Un spectateur silencieux. Le dîner du 24 décembre était leur affaire. Ils avaient apporté du foie gras, du saumon fumé, des choses que je n'aurais jamais achetées, des mets qui parlaient de richesse et de rapidité, pas de temps et de patience. Mon coq au vin, qui avait mijoté pendant des heures, sentant le thym de mon jardin et le vin de notre région, fut à peine touché. « C'est un peu lourd, papa », avait dit Antoine avec un sourire indulgent. Je n'avais rien répondu. Je mâchais lentement, le goût de la déception plus fort que celui du plat. La conversation tournait autour d'eux, toujours. Leurs vacances au ski prévues en février. La promotion de Sophie. Les difficultés à trouver une bonne école pour le petit Léo, qui, à 6 ans, était déjà sursollicité et épuisé. Je le voyais, le petit, les yeux fixés sur une tablette, sourd aux histoires que j'essayais de lui raconter sur les oiseaux dans le jardin. Ses parents appelaient ça stimuler son développement. Je voyais un enfant qu'on déconnectait du monde réel. Puis, le sujet est venu. Ma femme, Marie, aimait la messe de minuit. C'était le cœur de notre Noël. Le froid piquant de l'église du village, l'odeur de la cire chaude et de l'encens, les chants maladroits mais sincères de la chorale. C'était un moment de communion, de silence partagé. Depuis sa mort, j'y allais seul. C'était ma façon de me souvenir d'elle, de sentir sa présence à côté de moi sur le vieux banc de chêne. « Bon, on ne va pas traîner », dit Sophie en regardant sa montre. On a promis de passer voir les Martins pour un dernier verre avant qu'ils ne partent pour Megève. Je me suis raclé la gorge. Il sera bientôt l'heure de partir pour l'église. Un silence flotta. Pas un silence respectueux. Un silence gêné. Antoine a regardé sa femme, qui a levé les yeux au ciel avec une discrétion toute relative. C'est elle qui a parlé. Sa voix était légère, presque enjouée, comme si elle annonçait une évidence. « Ah non, papi. On ne va pas à la messe de minuit. C'est tellement démodé. » Le mot est tombé sur la table comme une pierre dans une mare. Démodé. Mon amour pour Marie, ma foi, mes traditions, ma vie entière, tout cela balayé par ce seul mot, léger et tranchant comme une lame de rasoir. Antoine a acquiescé, trop lâche pour la contredire, trop moderne pour me défendre. Oui, papa, c'est vrai. Personne ne fait plus ça. C'est un truc de vieux. Je les ai regardés. J'ai regardé mon fils, cet homme que j'avais élevé, à qui j'avais appris à faire du vélo et à reconnaître les étoiles. J'ai regardé sa femme, cette étrangère qui avait redécoré sa vie et effacé les anciennes couleurs. Pour la première fois, je ne ressentais plus la piqûre familière de la tristesse ou de la solitude. C'était autre chose. Un calme glacial. Une clarté terrible. Le bruit dans ma tête, ce murmure constant d'excuses et d'espoir, s'est arrêté. C'était le silence. Le silence de la faim. Mes mains, posées sur la table, ne tremblaient pas. Pas encore. J'ai simplement hoché la tête. Je vois. Ils se sont levés, soulagés par ma passivité. Ils ont mis leur manteau cher, m'ont embrassé distraitement sur la joue, une bise qui sentait le parfum et le vin blanc. Ne nous attends pas, papa. Et joyeux Noël, hein. La porte s'est refermée derrière eux. Le bruit de leur voiture s'est estompé, me laissant dans le silence de ma maison. Je suis resté assis à la table pendant 1 heure peut-être. Le coq au vin était froid dans la cocotte. Les verres à moitié vides laissaient des cercles sur la nappe. Démodé. Ce n'était pas une insulte. C'était un diagnostic.
C'était leur façon de dire que je n'appartenais plus à leur monde. Et dans ce silence, une décision a pris racine. S'ils me considéraient comme une relique, alors je pouvais choisir à quel musée je voulais appartenir. Je me suis levé. J'ai rangé la table. J'ai lavé la vaisselle à la main, lentement, chaque geste précis. Puis, j'ai mis mon vieux manteau de laine, celui que Marie m'avait offert il y a 30 ans. J'ai pris mes clés. Et je suis sorti dans la nuit glaciale, sous un ciel rempli d'étoiles indifférentes. Je ne suis pas allé à l'église. Pas ce soir-là. Je suis allé marcher. Et pour la première fois depuis des années, je savais exactement où j'allais. La nuit qui a suivi leur départ fut longue, mais ce ne fut pas une nuit d'insomnie. C'était une veillée. Je me suis assis dans mon fauteuil, celui dont le cuir est usé par des décennies de lecture et de réflexion, et j'ai laissé le silence m'envahir. Ce n'était plus un silence vide, un silence d'absence. C'était un silence plein. Un silence de résolution. Les fantômes de mes déceptions passées sont venus me rendre visite, un par un. Le déjeuner dominical où ils m'avaient dit que mon potager était une perte de temps. La fois où ils avaient vendu le vieux buffet de ma mère sans me le demander, le remplaçant par un meuble suédois en kit. Les appels manqués, les anniversaires oubliés, les conversations où mes mots flottaient sans jamais atterrir. Chaque souvenir était une brique dans le mur qui s'était construit entre nous. Et le mot de Sophie, démodé, n'était pas une brique. C'était la dernière pierre, celle qui scellait l'édifice. J'ai compris que je passais mon temps à attendre devant une porte qui ne s'ouvrirait jamais, parce que ceux qui étaient de l'autre côté ne se souciaient même pas de savoir si j'étais là. Au petit matin, quand les premières lueurs grises ont commencé à dessiner les contours des collines, je me suis levé. Mon rituel du café a eu lieu comme chaque jour, mais il était différent. Le geste de moudre les grains, de verser l'eau chaude, de presser lentement le piston, tout cela semblait plus intentionnel. Chaque étape était une affirmation. Je suis là. Je suis vivant. Mes rituels ont un sens. Après avoir bu mon café, je ne suis pas allé au jardin. Je suis monté au grenier. La poussière dansait dans les rares rayons de lumière. L'odeur du bois sec et du papier vieilli était celle de ma propre histoire. J'ai ouvert une vieille malle en fer. À l'intérieur, sous des couvertures de laine, se trouvaient les affaires de mes parents et les miennes. Mes médailles militaires de la guerre d'Algérie, que je n'avais jamais montrées à Antoine. Les lettres que Marie m'écrivait quand nous étions jeunes. Et, au fond, une boîte en métal. Elle contenait les titres de propriété de la maison, de la terre. Les relevés de mes économies, méticuleusement accumulés pendant toute une vie de travail. L'argent que je mettais de côté, en pensant naïvement à l'avenir de mon fils, à l'héritage que je lui laisserais. Un héritage. Le mot a résonné étrangement. Qu'est-ce qu'un héritage? Est-ce simplement de l'argent et des biens? Ou est-ce un ensemble de valeurs, une histoire, une foi? Ils avaient rejeté mon héritage de valeurs. Ils ne voulaient que l'enveloppe matérielle. J'ai regardé ces papiers. Ils ne représentaient plus un lien. Ils représentaient ma liberté. Ma dernière carte à jouer. J'ai redescendu la boîte. Je l'ai posée sur la table de la cuisine. J'ai pris un carnet et un stylo. D'habitude, je faisais des listes pour le jardinage ou les réparations. Ce jour-là, j'ai fait une autre sorte de liste. Une liste d'actions. La première ligne était simple, appelée Maître Renaud. Le notaire du village. Un homme jeune, mais le fils de l'ancien notaire qui avait été mon ami. La deuxième ligne, contacter la banque. La troisième, paroisse. Je n'ai rien écrit de plus. C'était suffisant. La blessure de la veille s'était transformée. Elle n'était plus une douleur sourde. Elle était devenue un moteur. Une énergie froide et déterminée. Je n'étais pas en colère. La colère est une émotion chaude, désordonnée. Ce que je ressentais était un alignement. C'était comme si toutes les pièces de ma vie, dispersées et mal ajustées, venaient soudain de s'emboîter parfaitement. Le lendemain du jour de Noël, le village était silencieux, se remettant des festivités. J'ai attendu 10 heures, l'heure où les gens sérieux reprennent le travail. J'ai composé le numéro du notaire. Sa secrétaire m'a répondu. Sa voix était jeune et efficace. Étude de Maître Renaud, bonjour. Bonjour. Jean-Pierre Dubois à l'appareil. Je souhaiterais prendre rendez-vous avec Maître Renaud. C'est à quel sujet, monsieur Dubois? J'ai hésité un instant. Puis les mots sont venus, clairs et précis. C'est pour une refonte complète de mes dispositions testamentaires.
Il y a eu un petit silence à l'autre bout du fil, peut-être de surprise. Puis, très bien. Il a une disponibilité jeudi matin. 10 heures. Cela vous convient? Ce sera parfait. J'ai raccroché. Le premier pas était fait. C'était plus facile que je ne l'avais imaginé. Il n'y avait pas de drame, juste une transaction. Une affaire à régler. Ensuite, je me suis rendu à mon atelier, au fond du jardin. L'odeur de la sciure et de l'huile de lin m'a accueilli comme une vieille amie. Dans un coin, sous une bâche, se trouvait le cheval à bascule que j'avais commencé à sculpter pour Léo. Je l'avais imaginé, le petit, riant aux éclats sur ce jouet fait de mes mains. Un jouet qui pourrait durer des générations. Mais Sophie avait dit qu'un jouet en bois n'était pas conforme aux normes de sécurité européennes. Elle lui avait acheté une console de jeu. J'ai soulevé la bâche. Le cheval me regardait avec ses yeux de bois inachevés. J'ai passé ma main sur la courbe lisse de son cou. C'était un bon travail. Un travail fait avec amour. Mais un amour non reçu. J'ai pris un ciseau à bois et un maillet. Et, avec des gestes précis, j'ai commencé à le démonter. Pas avec rage. Avec une sorte de cérémonie funèbre. Chaque pièce de bois serait réutilisée. Pour faire des étagères pour ma cuisine. Pour réparer le banc du jardin. Pour des choses qui me serviraient. À moi. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai décroché le grand cadre qui contenait la photo de famille, prise au mariage d'Antoine. Nous étions tous là. Marie était encore en vie, souriante mais déjà fatiguée par la maladie. Antoine et Sophie, au centre, rayonnant d'un bonheur qui semblait surtout tourner vers eux-mêmes. Et moi, un peu en retrait, comme toujours. J'ai retiré la photo du cadre. Je ne l'ai pas déchirée. Je l'ai glissée dans une enveloppe que j'ai rangée dans la boîte en métal avec les autres documents du passé. Dans le cadre vide, j'ai placé une vieille photo en noir et blanc. Une photo de Marie et moi, le jour de notre propre mariage. Nous étions jeunes, un peu intimidés, mais nos yeux brillaient de la même lumière. J'ai raccroché le cadre au mur. La maison m'a semblé tout à coup plus juste. Plus mienne. Les semaines ont passé. Janvier a étiré ses jours gris et froids. La vie a repris son cours. Le pain de la boulangerie, les parties de belote au café avec les amis, le travail lent et méthodique dans l'atelier. Je n'avais pas eu de nouvelles d'Antoine et Sophie depuis Noël, ce qui n'était pas inhabituel. Leur silence était la norme. Le mien était nouveau. Puis, un mardi, le téléphone a sonné. C'était Antoine. Sa voix était tendue, agacée. « Papa, je viens de recevoir le relevé du compte joint. Qu'est-ce que tu as fait? Il n'y a presque plus rien dessus. » Le compte joint. Une chose qu'ils avaient insisté pour mettre en place, pour gérer tes dépenses, au cas où. En réalité, c'était un compte que j'alimentais et dans lequel ils puisaient parfois pour des imprévus. J'avais simplement transféré la quasi-totalité de mes fonds sur un nouveau compte personnel. Ma réponse fut calme. J'ai réorganisé mes finances. Ce compte sera clôturé. Mais pourquoi? Tu ne nous as rien dit. On s'inquiète, papa. L'inquiétude. Ce mot, dans sa bouche, sonnait faux. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était de la contrariété. La perturbation d'un arrangement confortable. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Mes affaires sont en ordre. En ordre? Tu agis bizarrement depuis Noël. Sophie pense que tu nous en veux pour la messe. C'est ridicule, non? Tu ne vas pas faire un drame pour ça? J'ai senti un frisson me parcourir. Pas de froid, mais de détachement. C'était comme observer des insectes sous un verre. Ils ne pouvaient pas comprendre. Ils ne voulaient pas comprendre. Je n'ai rien d'autre à dire, Antoine. Et j'ai raccroché. Le lendemain, c'était Sophie. Son ton était différent. Façonnée par des années de management, elle a essayé la manipulation émotionnelle. Jean-Pierre, nous sommes très inquiets. Antoine m'a dit que tu lui avais raccroché au nez. Ce n'est pas gentil. On essaie juste de prendre soin de toi. Tu sais que tu n'es plus tout jeune. Tu pourrais avoir besoin de nous. J'ai écouté sa voix mielleuse se déverser dans le combiné. Elle ne parlait pas de moi. Elle parlait d'un vieil homme, une caricature, une charge potentielle qu'il fallait gérer. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé le silence s'étirer. Jean-Pierre, tu es là? Allô? J'ai doucement reposé le téléphone sur son socle.
Je n'ai pas claqué le combiné. Je l'ai juste posé. C'était une action finale. Un point. Les messages vocaux ont commencé à s'accumuler. D'abord agacés, puis faussement suppliants, puis ouvertement accusateurs. Je les écoutais et je les effaçais. Un par un. Chaque message effacé était une petite libération. Leurs mots n'avaient plus de prise sur moi. Ils ricochaient sur le mur de mon silence. Ils interprétaient mes actions comme une bouderie, une punition. Ils pensaient que je cherchais l'attention. La vérité était bien plus simple et bien plus terrible pour eux. Je ne cherchais plus rien de leur part. Leur opinion, leur présence, leur approbation, tout cela était devenu sans importance. Mon silence n'était pas une arme pour les attaquer. C'était un bouclier pour me protéger. Et pour la première fois, je me sentais en sécurité. Un après-midi de février, alors que je prenais mon café habituel au Progrès, la porte s'est ouverte et a laissé entrer un courant d'air froid et ma petite fille, Camille. Je ne l'attendais pas. Elle étudiait à Lyon et ne rentrait que pour les grandes vacances. Elle m'a vu, et son visage s'est éclairé d'un vrai sourire, pas un de ceux que ses parents affichaient pour les photos. Elle est venue s'asseoir en face de moi. Elle a commandé un chocolat chaud. Elle avait les yeux de sa grand-mère. Des yeux qui voyaient vraiment. Papy, j'ai eu maman au téléphone. Elle est furieuse contre toi. Elle dit que tu as perdu la tête. J'ai haussé les épaules. Les gens voient ce qu'ils veulent voir. Elle a remué son chocolat avec la petite cuillère. Elle a dit que tout ça, c'était à cause de la messe de minuit. Elle a levé les yeux vers moi. C'est vrai. Je l'ai regardée. Cette jeune femme était la seule de ma famille qui posait de vraies questions. C'était la dernière goutte, Camille. Le vase était déjà plein. Elle a hoché la tête lentement, comme si elle comprenait parfaitement. Il ne t'écoute jamais, n'est-ce pas? Il parle par-dessus toi. Comme si tu n'étais pas vraiment là. Je le vois bien, quand je viens. Entendre ces mots, cette simple validation de la part de quelqu'un d'autre, a été comme un baume sur une vieille blessure. Je n'avais pas rêvé. Je n'étais pas fou. Je suis désolé, papy. Je suis désolé qu'il te traite comme ça. Une larme a perlé au coin de mon œil. Je l'ai essuyée d'un revers de main rugueux. Ce n'était pas une larme de tristesse. C'était une larme de soulagement. Je vais bien, ma petite. Mieux que je ne l'ai été depuis longtemps. Je remets juste de l'ordre dans ma maison. Une vraie révolution de palais, a-t-elle dit avec un petit sourire malicieux. J'ai ri. Un vrai rire, qui venait du fond de la poitrine. C'était bon de rire. Quelque chose comme ça. Nous sommes restés un moment en silence, buvant nos boissons chaudes, regardant la vie du village par la fenêtre embuée du café. C'était un silence confortable, un silence de complicité. Avant de partir, elle m'a serré fort dans ses bras. Prends soin de toi, papy. Et appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Pas eux. Moi. Sa visite a été un cadeau. Elle a renforcé ma résolution. Mon combat n'était pas contre ma famille. C'était pour ma dignité. Et j'avais trouvé une alliée. La réunion avec Maître Renaud a été le point culminant de mon plan silencieux. Son bureau était moderne, impersonnel, sentant le papier neuf et le café filtre. Mais lui, malgré sa jeunesse, avait le regard sérieux et attentif de son père. Je me suis assis en face de lui, la boîte en métal posée sur mes genoux. Je lui ai tout expliqué. Calmement. Sans pathos. Les années de négligence. L'incident de Noël. Ma décision. Je ne cherchais pas sa sympathie, seulement ses compétences. Il m'a écouté sans m'interrompre, prenant des notes sur un bloc-notes. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un instant. Je comprends, monsieur Dubois. Que souhaitez-vous faire, précisément? Je veux tout changer. Mon testament actuel lègue tout à mon fils, Antoine. Je veux annuler cela. Et à qui souhaitez-vous léguer vos biens? À personne en particulier. Je veux que la maison et les terres soient vendues après ma mort. La totalité des fonds, ainsi que mes économies, je veux en faire don. Le notaire a haussé un sourcil. Un don? À quelle organisation? Je veux créer une fondation ou utiliser un organisme existant. L'argent devra être utilisé pour la restauration et l'entretien des petites églises de notre diocèse. Celles qui tombent en ruine parce que les gens les trouvent démodées. J'ai prononcé le mot sans y mettre d'amertume.
C'était juste un fait. Je veux que le don soit anonyme. Et je veux que la paroisse de mon village en soit la première bénéficiaire. Maître Renaud a noté mes instructions. C'est une somme considérable, monsieur Dubois. Votre fils pourrait contester le testament, arguant d'un affaiblissement de vos facultés. Je suis en parfaite santé mentale et physique, maître. Et je suis prêt à passer tous les examens médicaux nécessaires pour le prouver. J'ai ajouté, en le regardant droit dans les yeux, ma décision n'est pas un caprice. C'est l'acte le plus réfléchi de ma vie. J'ai fait une exception. Je souhaite qu'une petite somme soit mise de côté pour ma petite fille, Camille. Pour ses études. Pas assez pour la rendre riche. Assez pour la rendre libre. Le notaire a acquiescé. C'est très clair. Nous avons passé les 2 heures suivantes à régler les détails. La création d'une fiducie. La révocation de toutes les procurations données à Antoine. La mise en place de directives claires pour mes soins futurs, confiées à un exécuteur testamentaire professionnel, et non à ma famille. En sortant de son bureau, je me sentais plus léger que je ne l'avais été en 20 ans. J'avais repris le contrôle du dernier chapitre de ma vie. La confrontation inévitable a eu lieu une semaine plus tard. Ils sont arrivés sans prévenir, un samedi après-midi. Leur voiture s'est garée si agressivement que les graviers ont volé. Je les ai vus descendre, leur visage dur et déterminé. Je n'ai pas eu peur. J'étais prêt. J'ai ouvert la porte avant même qu'ils ne frappent. « Il faut qu'on parle », a dit Antoine, en essayant de me pousser pour entrer. Je n'ai pas bougé de l'embrasure de la porte. Je vous écoute. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de notaire? Il nous a envoyé un courrier officiel nous informant que nous n'avions plus la procuration. Tu te rends compte de l'humiliation? Ce n'est pas une humiliation. C'est une clarification, ai-je répondu d'une voix égale. Sophie s'est avancée. C'est à cause de moi, n'est-ce pas? À cause de cette stupide histoire de messe? Jean-Pierre, c'était une façon de parler. Vous, les personnes âgées, vous êtes si susceptibles. J'ai soutenu son regard. J'ai entendu ce que tu as dit, Sophie. Et je t'ai entendu rire avec Antoine après. Ce n'était pas une façon de parler. C'était le reflet de ce que vous pensez. Que je suis un fardeau. Une antiquité. Antoine a rougi. C'est faux. On t'aime, papa. L'amour ne se dit pas, Antoine. Il se montre. Dans le respect. Dans l'écoute. Dans le temps qu'on accorde. Votre amour à vous, je ne l'ai pas senti depuis bien longtemps. Alors tu nous déshérites? C'est ça? Pour nous punir? A-t-il crié, laissant enfin tomber le masque de la sollicitude. Il n'y a rien à hériter quand on a déjà rejeté l'héritage. Mes biens ne sont que le prolongement de ma vie, de mes valeurs. Puisque vous n'en voulez pas, ils iront à quelque chose qui a encore un sens pour moi. Ils étaient abasourdis, sans voix. Ils s'attendaient à un vieil homme faible, qu'ils pourraient intimider ou culpabiliser. Ils ont trouvé un homme qui se tenait droit. La conversation est terminée. J'ai reculé d'un pas et j'ai commencé à fermer la porte. Antoine a mis sa main pour l'arrêter. « Papa, s'il te plaît. » J'ai regardé sa main, puis son visage. « Au revoir, Antoine. » Et j'ai fermé la porte. Doucement. Sans la claquer. Le clic du verrou a été le son le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu. C'était le son de ma liberté. Le printemps est arrivé. Les jours ont rallongé, et la lumière est revenue, non seulement dehors, mais aussi en moi. Ma nouvelle vie était simple, mais elle était entièrement mienne. Mes journées étaient rythmées par le jardin, l'atelier, les amis et les livres. Le silence de ma maison n'était plus oppressant. Il était paisible. Une toile de fond sur laquelle mes propres pensées et mes propres désirs pouvaient enfin s'exprimer. J'ai repris le travail sur le cheval à bascule. Je ne savais pas à qui je le donnerais. Peut-être à l'école du village. Peu importe. Le simple fait de le créer, de voir la forme émerger du bois brut, était une joie en soi. C'était un acte de création pour le plaisir de créer, pas pour obtenir une approbation qui ne viendrait jamais. Un matin, j'ai reçu une lettre. L'en-tête était celui de la paroisse. C'était le jeune curé, le père Michel. Je l'ai ouverte avec curiosité. Sa lettre était remplie d'une joie et d'une incrédulité presque enfantine. Il écrivait pour annoncer une nouvelle extraordinaire.
Un donateur anonyme avait fait un don d'une générosité biblique, disait-il. Un don qui non seulement allait sauver le toit de l'église qui menaçait de s'effondrer, mais qui allait aussi permettre de restaurer les vitraux, de réparer l'orgue et de financer les œuvres de charité de la paroisse pour la décennie à venir. C'est un miracle de Noël arrivé avec quelques mois de retard, écrivait-il. Un rappel que la foi, même lorsqu'elle semble démodée, peut encore soulever des montagnes. J'ai lu la lettre plusieurs fois. Je ne ressentais ni fierté, ni triomphe. Juste un sentiment profond et tranquille d'accomplissement. J'avais transformé une vie de labeur et de solitude en quelque chose de durable. Quelque chose qui continuerait à donner de la chaleur et de la lumière bien après mon départ. Mon héritage n'était pas une somme sur un compte en banque, transmise avec ressentiment. C'était un toit qui ne fuirait plus. C'était le son d'un orgue qui jouerait à nouveau. C'était un lieu de rassemblement pour une communauté, un refuge pour ceux qui, comme moi, trouvaient du réconfort dans les vieilles pierres et les rituels immuables. J'ai plié la lettre et je l'ai mise dans la poche de ma chemise, près de mon cœur. Je suis sorti dans le jardin. Le soleil d'avril était doux sur mon visage. J'ai arraché quelques mauvaises herbes autour de mes plants de tomates. La terre était humide et riche sous mes doigts. C'était là, ma vraie richesse. Ce lopin de terre, ce ciel immense, ce silence rempli du bourdonnement des abeilles. J'ai reçu une autre lettre, quelques semaines plus tard. L'écriture d'Antoine. Je l'ai laissée sur la table pendant 3 jours avant de l'ouvrir. C'étaient des excuses. Maladroites. Probablement sincères, à leur manière. Pleines de regrets, de confusion. Il disait qu'il comprenait, maintenant. Qu'il voulait une chance de se racheter. Je n'ai pas répondu tout de suite. Peut-être que je répondrai un jour. Peut-être pas. La porte n'était plus verrouillée. Mais elle n'était pas grande ouverte non plus. Elle était simplement fermée. Si quelqu'un voulait entrer à nouveau dans ma vie, il devrait d'abord apprendre à frapper. Et à attendre, patiemment, que je choisisse de lui ouvrir. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Quelqu'un a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre les rênes de sa propre vie et pour décider soi-même de ce qui est et de ce qui ne sera jamais démodé.